ici, nous sommes à Thalès, dans une ancienne distillerie de résine. Distillerie, c'est un endroit où autrefois on transformait la résine de pin en essence de térébenthine. J'ai installé ici mon atelier une vingtaine d'années et puis voilà, maintenant il commence à être bien après beaucoup de travaux. J'ai travaillé comme forestier pendant assez longtemps. Après les Beaux-Arts, pour gagner ma croûte, j'ai travaillé pendant une vingtaine d'années en forêt. Et ce qui est important pour moi, c'est comment dire, c'est le territoire. C'est le territoire de la forêt qui est important. Après, le lieu, c'est un peu comme un refuge, une tanière, quoi. Mais ce qui est important, c'est la forêt. Ça a vraiment nourri ma pratique, cette forêt. Quand j'étais aux Beaux-Arts, j'étudiais beaucoup les artistes du land art, c'était la mode à l'époque. Et quand je suis revenu ici, dans les Landes, j'ai vu des grands alignements de pins, des grands fossés, et ça a de suite fait écho aux travaux des land artistes. En fait, ce qui était très lié à mon travail de forestier, c'était plutôt les marques, tu vois, les limites. Tu vois, quand je marquais les arbres, pour couper des arbres, il fallait les acheter aux propriétaires, et donc pour les acheter, il fallait savoir ceux qu'on achète de ceux qu'on n'achète pas. Pour ça, on les marque, c'est-à-dire avec une hache. Maintenant, ils le font à la peinture, mais à l'époque, c'était avec une hache. On marquait l'arbre, c'est-à-dire on faisait une entaille sur l'écorce. Mon rapport avec la forêt, il était plus intellectuel, là, tu vois, le fait de marquer un territoire. Et puis la référence aussi aux 10 commandements. Avant la révélation des 10 commandements, il y a écrit dans la Bible, il y avait dit à Moïse, voilà, délimite le pourtour de la montagne et déclare-la sacrée. Je me dis, mais comment Moïse a dû faire pour délimiter le pourtour de la montagne? Donc il a dressé des pierres, il a marqué des buissons, il a dû casser des branches, et tu t'aperçois finalement que tout un chacun, et qu'il n'y a pas que dans la tradition judaïque, mais dans toutes les traditions, finalement, il y a des terres sacrées, tu vois, là, au Bénin, il y avait des forêts sacrées, il y en avait, c'était interdit, tu ne pouvais pas y aller. Sauf les initiés, mais moi, je n'étais pas initié, donc je n'ai pas pu y aller. Tu vois, donc, le fait de délimiter un pourtour au sacré, comme ça, j'associais ça au fait de marquer, donc délimiter, moi c'était pour un privé, un caractère privé, je délimitais un territoire, mais en faisant, je créais des gestes, et les gestes de la sculpture, c'est un peu ça les gestes premiers de la sculpture, la pierre dressée, c'est-à-dire que quand tu vois en Bretagne, on a dressé des cailloux, mais c'est peut-être pour ça, c'est le fait, un seul fait de dresser un objet, ça sort de son contexte naturel, et donc, en l'élevant, il y a un rapport peut-être au sacré, enfin, j'associe ça au sacré. Quand je vais chercher un bois en forêt ou qu'on m'en donne, alors soit je vois la forme de suite là, quand il est là sur le chantier, soit beaucoup je les laisse reposer. Alors souvent je les dresse, puis je les laisse reposer un moment jusqu'à ce que l'idée vienne. Je n'ai pas l'idée de suite, c'est comme si fallait que ça repose un peu. Ouais. Et tu te sers des accidents qui se passent, tu te sers, et c'est comme ça que tu produis ta pièce. Et donc, beaucoup de sculptures, elles sont là, donc je trouve un gros morceau de tronc parce qu'on me le donne. Donc, je vais le chercher, déjà, il faut aller le chercher. Ce faisant, tu vois que c'était trop lourd, tu es obligé de le couper parce que tu n'arrives pas à le soulever. Bon, ben alors, il faut choisir où tu le coupes. Et suivant que tu le coupes, c'est pas du tout pareil. Donc, tu l'amènes à l'atelier, tu le décharges, tu le soulèves. Généralement, je le redresse pour voir à peu près les nœuds, enfin, ce qui me parle ou ce qui pourrait être signifiant. Et puis, des fois, je travaille de suite, mais souvent un peu plus de temps. Et là, je commence à le travailler. Et ce faisant, il y a des choses qui naissent, il y a je veux dire, après, c'est le processus de la création qui répond à... Puis après, tu mets de la couleur ou pas, t'en as trop mis, t'en enlèves. Puis après, tu as du repenti. Puis après, t'es pas content, tu le brûles. Puis tu l'enlèves, finalement, il est très bien parce qu'il était à moitié brûlé. C'est le propre du travail en atelier, ça. J'ai toujours fait plus ou moins des masques. Là derrière vous, il y en a eu en acier, tu vois. C'est un vieux masque que j'avais fait il y a assez longtemps. Donc j'ai toujours tourné autour du visage, de représenter le visage et autres. Pour moi, c'est ridicule de faire un grand masque. Tu vois, un masque qui ferait 3 mètres, je trouve ça pas de sens. Il faut qu'un masque, il ait la taille du visage, que tu puisses le mettre dessus. Et donc, je collectionnais pas mal de masques africains, mais comme ça, je les collectionnais un peu parce que, pas en tant que collectionneur qui cherche la pièce rare, moi juste, ça me plaisait esthétiquement de voir comment c'était fabriqué, tout ça. Et puis je me dis un jour, mais il faudrait que je vais essayer d'en faire. C'est en les copiant que tu découvres des trucs. Alors en particulier, tu vois, là il y a un masque
J'ai fait un masque, là j'ai copié au musée de Boulogne-sur-Mer. Il y a la collection de M. Pinard. C'est une collection Kodiak. Et en le faisant, je me suis dit, mais c'est bizarre, ils ont, je veux dire, tu vois, les cheveux, ils sont très drôles. Enfin, c'est bizarre cette forme de cheveux, quoi, tu vois. Les cheveux, et en même temps le nez est pris dans les cheveux, c'est bizarre quand même, et puis cette bouche. Puis en le faisant, je me suis aperçu que finalement, tu t'aperçois que ça symbolise le harpon. Finalement, c'est le harpon que... Et ça, cette bouche, c'est comme le souffle du vent. Et alors, quand on met ce masque comme ça, tu vois, tu te dis finalement, mais c'est comme si tu te disais, fais en sorte que ma flèche, par le vent, atteigne sa cible. C'est vraiment en le copiant que tu réalises ça. Tu réalises vraiment que c'est un... Tu réalises la fonction de cet objet. J'adore fabriquer mes outils. En fait, j'ai vu sur un YouTube canadien comme ça que tu vois, les Inuits travaillaient avec cette herminette. Et elle est complètement différente. Tu vois, ça, c'est l'herminette européenne, tu vois. C'est vachement bien. Mais tout ça, c'est forgé, c'est un gros travail de forge et tout. Et tu vois, c'est un outil qui est presque, qui est parfait, mais c'est vraiment un outil de l'industrie. Tandis que ce travail est beaucoup plus primitif, si tu veux. J'ai un copain forgeron, si tu veux, qui m'a forgé cette pièce de fer, là, avec une lame de ressort. Et ensuite, je vais l'adapter sur une branche. Tu vois, une branche, ça c'est un arbre, donc c'est une branche d'aulne, et tu adaptes, tu vois, ta lame. Et tu t'aperçois que c'est des outils qui sont vachement bien, parce qu'ils sont légers. Si tu veux, tu découvres autant en copiant un masque ou Dogon ou de Papouasie-Nouvelle-Guinée, enfin en copiant un masque ou en copiant des outils, tu en apprends autant, si tu veux. J'aime beaucoup travailler par terre, parce que par terre, tu arrives à tenir les sculptures avec les pieds, les masques, tout. Tu travailles beaucoup mieux que travailler sur un établi, où tu serres les trucs avec un étau. J'aime pas du tout ça. Je préfère avoir un rapport plus charnel à la sculpture et aux éléments. Et alors, finalement, tu t'aperçois que ce système, c'est amusant, parce que tu les vois aussi en Afrique, quoi, tu vois. Tim Ingold, il dit que c'est des formes émergentes, c'est-à-dire qu'à un moment donné du développement de l'humanité, avec les savoir-faire qu'on a, si tu veux, en même temps, on trouve des solutions techniques. Et donc, si tu veux, c'est pour ça, des fois, si tu vois des similitudes dans des masques ou dans des formes de peuples qui viennent d'endroits complètement différents et qui n'ont pas pu avoir de relation, moi je pense qu'il a raison, Tim Ingold, quand il dit qu'il s'agit de formes émergentes. C'est-à-dire que quand tu es en face d'un bout de bois avec un outil tranchant, tu trouves des solutions plastiques, techniques, plastiques, qui correspondent au fait de travailler du bois avec un outil tranchant. C'est-à-dire il y a un fil du bois et quand tu fais deux saillies, tu fais naître un nez. Voilà, tu fais deux saillies de côté, ton bois, il y a un nez et deux arcades sourcilières qui naissent. Voilà, tout simplement. Et donc, et si je reproduis des masses, pour enfin répondre à ta question, c'est pour retrouver ça, si tu veux. C'est en copiant, finalement, tu retrouves cette façon de faire et tu as l'impression de vivre à la place de... Enfin, tu revis ce geste, quoi. Tu refais ça, voilà. J'ai remarqué qu'une sculpture, tu fais la sculpture. La sculpture a sa vie propre. Et après, la sculpture placée dans un endroit, elle a aussi une vie qui est liée à ce lieu. Je veux dire, c'est toujours, on dépend... Des fois, on est déçu parce qu'une sculpture, elle est bien à l'atelier, puis on la met dans la salle d'expo, ça marche plus, ou le contraire, des fois. Et moi, j'attache beaucoup d'importance à la scénographie, à la façon
Donc une sculpture, elle prend sa place dans l'environnement. C'est comme en fait, l'image c'est presque ça, c'est un champignon, tu sais, un champignon il sort, mais parce que dessous il y a plein de racines. Et en fait c'est ça, c'est comme la sculpture, elle sortait à un endroit, et ce lieu c'est très tributaire de l'endroit où elle est. Je suis beaucoup allé en Roumanie, en Europe de l'Est, en Roumanie, et là j'ai vraiment découvert comment Brancusi, là-bas il appelle Brancouche, a fait sa sculpture. Et en fait tu t'aperçois que dans toutes les fermes de village, tu vois des Brancusi, c'est-à-dire devant chaque maison, il y a des colonnes qui soutiennent le toit, et ces colonnes, ce sont des colonnes sans fin, enfin les oiseaux, l'envol sans fin de Brancusi, enfin cette colonne sans fin comme ça, elle est devant chaque maison. Tu regardes dans la ferme, il y a par exemple un moulin pour broyer le blé, ben c'est la muse endormie de Brancusi, tu vois. C'est comme si Brancusi, il avait transfiguré un peu son environnement. Et donc c'est ça que j'ai appris au voyage avec les voyages en Roumanie. J'ai appris à voir que finalement dans chaque objet du quotidien, mon quotidien, si tu veux, on peut comme ça un peu le transfigurer. C'est pour ça à un moment donné, je m'intéressais beaucoup à la hache, à l'outil de la hache, et j'en ai fait des grands, des choses comme ça, parce que je trouvais que dans la hache, c'était un outil dont je me servais en tant que forestier pour marquer les arbres et autres, et en même temps c'était un outil qui était magnifique, parce qu'il a un manche, il a une lame, tu vois, donc c'est ça que j'ai appris de la Roumanie. Après, je suis beaucoup allé en Asie, en Corée en particulier, et là, c'est le rapport à la nature que j'ai vu qui était différent, si tu veux, comme le disent après beaucoup d'anthropologues l'ont dit, ça, d'ethnologues, c'est que, tu vois, en Asie, on a un rapport à la nature qui est différent. Tu vois, nous, on sépare l'homme de la nature, alors qu'en Asie, on a tendance à dire que c'est un tout. Et ça, vraiment, tu le ressens. Quand tu es en Asie, tu sens qu'il y a une imbrication des choses. En Asie, c'est un rapport à la nature, au chamanisme aussi que j'ai découvert en Corée. Voilà. Et dernièrement, je reviens du Bénin, et là c'est différent. Au Bénin, j'ai découvert la culture vaudou, ou la religion vaudou, certains disent. Et vraiment, là, il y a une imbrication entre l'art et le sacré. Dans des couvents vaudous, il y a par exemple des sculptures qui sont un peu réparties dans tout ce qu'on peut appeler le legba ou le sanctuaire, et qui sont recouverts d'huile, recouverts de pigments, de plein de choses, sur lesquelles on immole un animal, et tout ça, c'est assez troublant de voir ce mélange qu'il y a entre la sculpture, des sculptures vraiment comme je peux en faire, et puis ce côté religieux et autres. On voit vraiment, c'est une imbrication incroyable, et ça c'est un enseignement pour moi, un émerveillement à chaque fois, de voir dans chaque culture différente, on apprend, on puise, et moi je me nourris vraiment de ça.